Monster, le podcast. Bonsoir tout le monde, comme vous l'entendez, c'est le 5e épisode du podcast de WebMonster. Nous sommes aux Antilles-Guyane, avec ce soir des invités comme Kit, Valérie, Moust, Katia et Tania, la créatrice de Funplace, qui est venue nous parler de son projet. Alors nous sommes WebMonster, un collectif de développeurs, d'ingénieurs, de designers et chefs d'entreprise, qui a pour objectif de promouvoir les métiers du numérique, accompagner et conseiller les porteurs de projets. Nous sommes un peu au corps de l'innovation et ce soir on est très fiers de rencontrer Tania, une porteuse de projet sur le territoire de la Martinique. Donc comme je vous l'ai dit, on est accompagné de Kit, donc je vais les laisser se présenter à vous. Donc Kit, bonsoir. Salut, bonsoir. Kit, ingénieur, développeur web embarqué et électrotechnicien. Ok. Valérie. Oui, bonsoir tout le monde. Donc moi, je suis développeuse d'applications web. Donc je passe la parole à Katia. Bonsoir tout le monde, je suis Katia, je gère un organisme de formation spécialisé dans les formations numériques. Ok, Moust. Bonsoir à tous, Quentin Moust, un développeur depuis une quinzaine d'années en agence ou en start-up. Ok. Alors ce soir, on reçoit Tania. Tania, bonsoir. Bonsoir. Donc tu es la créatrice d'une billetterie donc, spécialisée dans l'événementiel qui s'appelle Funplace. Quand est-ce que tu as eu l'idée de créer cette billetterie? Alors, j'ai commencé par la billetterie physique en 2011. Je l'ai créée en 2011. Et c'est au fur et à mesure que l'idée m'est venue de relancer l'idée de la billetterie en ligne en 2017. 2017, d'accord. Voilà. Donc ça fait Alors pourquoi je dis relancer, c'est parce que bon, en 2011, j'étais arrivée avec un concept de billetterie en ligne et de billetterie physique, mais au début, je n'ai pas souhaité volontairement développer la partie électronique par rapport à plein de problèmes, plein de particularités. Voilà. D'accord. C'est-à-dire le produit que tu imaginais était complexe à réaliser. Alors oui, surtout pour l'époque, j'avais un produit qui était un produit assez basique par rapport à ce que moi je voulais et surtout par rapport au coût que ça engendrait derrière, autant pour moi que pour le client final. Voilà, c'est pour ça que j'avais préféré le mettre en sommeil en attendant d'avoir quelqu'un qui puisse me permettre de développer la partie billetterie en ligne. Ok. Je vais laisser les autres te poser des questions. Qui veut moi, se lancer? j'aurais une question. Au moment que tu as choisi de lancer Funplace, parce que moi je connais un peu l'écosystème guadeloupéen au niveau de tout ce qui est événementiel, mais au côté martiniquais, je sais pas en fait quels ont été tes concurrents ou quels sont encore tes concurrents aujourd'hui dans tout ce qui est billetterie événementielle. Est-ce que tu es, on va dire, Funplace, est-ce que Funplace c'est une application ou un site qui est vraiment fréquenté ou est-ce que les gens commencent à en entendre parler? C'est un peu la question que je me pose. Alors, comment dirais-je? Funplace, c'est une plateforme qui est connue, mais en même temps, enfin, je dirais que c'est entre les deux. Voilà. Je dirais que c'est entre les deux parce qu'effectivement, j'ai pas mal de concurrents, surtout au niveau de la billetterie en ligne, voilà. Très peu au niveau de la billetterie physique. Mais les concurrents qui sont là, ils ont vraiment été plus propulsés que moi, je dirais, que ma plateforme. Alors, je sais pas si ça répond vraiment à ta Oui. question. Oui, ça répond en partie à ma question. Et j'ai une autre question, en fait. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu apportes, en fait, en plus par rapport à ce que, justement, tes concurrents apportaient déjà. Comment tu peux innover dans le monde de la billetterie, de l'événementiel?
quel plus que tu peux apporter par rapport à ce qui existe déjà? Alors, innover dans le monde de la billetterie, c'est assez compliqué. Surtout dans les îles, hein, surtout en Martinique. Je présume en Guadeloupe aussi, puisque en Guadeloupe, je commence un petit peu à avoir de la clientèle sur la Guadeloupe. Mais pour innover, c'est assez complexe parce que les Antillais ont du mal avec l'outil informatique. Voilà. Donc, pour pouvoir les aider à comprendre à comprendre l'outil informatique, il faut les accompagner. Et moi, ce que j'apporte en plus par rapport à mes concurrents, c'est surtout, bon, je sais pas si on peut appeler ça le SAV, mais c'est l'accompagnement du client. Quand le client il achète son ticket, s'il a du mal avec l'outil informatique, je l'aide de A à Z. Je reste avec lui, je l'accompagne, je lui explique comment faire. S'il ne sait pas faire, je le fais pour lui, et à chaque fois qu'il en a besoin. Peu importe le client, que ça soit mes clients ou les clients des concurrents, je les accompagne. Donc je pense que c'est cette proximité qui est le plus au niveau de ma billetterie, et puis la tarification également aussi. Alors, moi, J'ai une tarification qui est un peu concurrentielle par rapport aux autres. je vais intervenir par rapport à ça parce que c'est très très intéressant pour les porteurs de projets. On voit bien qu'il y a une différence entre une plateforme complètement externalisée dans un autre pays, créée par des Américains ou des Suédois, peu importe, et un produit, comment dire, façonné pour le local. Évidemment qu'un des atouts majeurs des projets faits localement, c'est la proximité, c'est le fait d'avoir un interlocuteur, de pouvoir mettre un nom sur une entreprise, de pouvoir la contacter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. En l'occurrence, je sais que Tania ne compte pas ses heures. Et c'est ça qui fait la différence, parce que commander sur Internet pour une entreprise qui n'a pas, par exemple, de service client, la plupart du temps, où il ne s'agit juste que d'un email, c'est pas la même chose que de pouvoir parler à un être humain sur le territoire. Donc je pense que c'est un atout à retenir pour les porteurs de projets localement, c'est qu'ils offrent un service client de qualité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Effectivement, enfin pour ma part, c'est vraiment ça, quoi. Mm. C'est vraiment ça parce que j'ai remarqué qu'il y avait cette demande d'être au contact enfin les clients avaient ce besoin d'avoir un interlocuteur au bout du fil. Soit ils acceptent de plus en plus d'avoir l'outil informatique puisqu'on n'a pas le choix. Voilà, surtout depuis après la Covid, on nous a carrément on leur a carrément imposé d'utiliser un outil dématérialisé pour pouvoir faire toutes leurs transactions. Mais les clients, ils ont besoin de ce contact humain, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'avoir quelqu'un au bout du fil qui leur explique et qui les guide en fait. Et ça, j'en fais un point important dans tout mon écosystème pour ne jamais laisser les clients comme ça sans réponse ou sans même avoir une explication quelconque sur ce qu'ils font. Moi, je connais pas trop le projet. Du coup, j'essaie de comprendre un peu aussi ce que tu fais. C'est que du B2C, donc des festivals ou des salles de spectacle, tout ça, à destination des clients pour vendre leur place. Ou est-ce que tu fais aussi de la revente de places entre les particuliers, donc de la revente de billets déjà vendus, comme ça peut se voir sur des plateformes de tickets spectacles en métropole ou ailleurs? Alors, pour le moment, je fais principalement de la vente de tickets, c'est-à-dire que l'organisateur, il poste son événement sur la plateforme et ensuite, je propose l'événement au client final. Alors, c'est vrai on y a pensé, enfin, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas encore mis sur pied parce qu'il y a beaucoup de particularités à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte euh, pour pouvoir réaliser ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est en quelque part dans ma tête
J'aurais bien aimé concrétiser ce souhait entre guillemets, si je peux D'accord. appeler ça comme ça. Ouais, surtout que je sais qu'il y a eu parfois pas des scandales, mais des problématiques sur ces offres-là. Je sais, il y a eu des problèmes avec le Hellfest, par exemple, en métropole, où il y a eu beaucoup de spéculation, où il y avait les billets étaient achetés puis revendus à prix fort sur le marché noir, comme ça. Donc ça permettait un peu de centraliser aussi la plateforme de revente pour légaliser les reventes de billets. C'est assez particulier à gérer, Effectivement, j'imagine. c'est à ce que ça sert, mais pour pouvoir faire ça, il faudrait se rapprocher de tous les organisateurs et même des concurrents pour pouvoir mettre ça sur place. Et je pense que se rapprocher des concurrents, je pense que c'est la chose la plus compliquée, surtout en Martinique, surtout dans les Antilles, parce que comme tu as pu le comprendre, la concurrence elle est très très rude. Donc ça serait compliqué d'aller voir mes concurrents et de leur proposer euh, de collaborer, parce que pour pouvoir mettre en place une plateforme de revente digne de ce nom, il faut la collaboration de tous en fait. Et ça, Et, en, je pense que c'est la partie la plus complexe à mettre sur pied, et sans que en je ne me termes, fasse choper excuse-moi, mon idée. ouais, et en termes de tech, en fait, comment tu arrives à gérer la proximité avec le client et en même temps le dématérialiser, puisque bon, quand même, il doit y avoir une grosse partie tech et ça représente quoi à peu près? Alors, déjà, il faut savoir que les gens, les clients, ils me contactent directement, soit par téléphone, soit par email, soit par WhatsApp. Voilà. Dès qu'ils ont un souci quelconque, dès qu'ils ont un besoin quelconque, c'est via ces différents canaux qu'ils me contactent. Donc voilà. Et puis pour la partie tech, c'est plus Xavier qui pourra mieux développer que moi sur cette partie, mais en général, voilà, ce sont ces flux-là qui sont utilisés. Le client, quand il a du mal à prendre son ticket, quand il a du mal à, euh, à acheter ses places, ben, il me contacte directement, hein. Ou sinon, il m'envoie un mail me disant oui, j'ai pris mes places, je n'arrive pas à les télécharger, comment faire, comment ça se passe, est-ce que vous pouvez m'expliquer ou est-ce que vous pouvez me les envoyer, voilà quoi. C'est surtout ce schéma-là qui revient principalement. Alors, je vais quand même préciser que Funplast, il est à la fois présent sur la billetterie physique. Donc, il y a une partie des Martiniquais qui, quand ils se déplacent à un concert, un spectacle, une garden, enfin peu importe, ils ont dans la main un ticket Funplast, parce que dessus, il y a le logo Funplast et évidemment les informations de l'événement et de l'organisateur. Donc ça crée déjà une proximité. Ils connaissent Funplast parce qu'ils ont des tickets avec le logo Funplast, qui ne sont pas d'ailleurs forcément vendus dans la billetterie numérique, qui peuvent être vendus sur des points de vente physiques, etc. Et il y a aussi Funplast qui se déplace dans les événements, parce que Tania se déplace directement au cœur de l'événement, à l'entrée, et donc elle accueille les publics des événements, même si d'ailleurs les gens n'ont pas acheté forcément les places chez elle, mais en tout cas elle assure la billetterie pour les organisateurs. Et donc déjà tu vois, le contact avec la population, il existe, il est réel, en plus du dématérialisé que représente la boutique. Et évidemment, le but c'est d'améliorer la visibilité de Funplast sur le terrain donc la salle de spectacle, là où a lieu l'événement. Et après, euh, au niveau tech, c'est un site qui a été pensé à la base pour donner de la liberté à l'organisateur. C'est-à-dire que la philosophie n'était pas de créer une billetterie. La finalité, c'était pas forcément la relation B2C, c'était plutôt la relation B2B. C'est-à-dire la relation qui est la relation de Tania depuis des années avec les gens de l'événementiel, puisqu'elle leur fabriquait des tickets. C'était leur permettre, elle voulait créer un outil qui allait leur permettre d'être autonomes
et donc de rentrer leur événement, de voir leurs statistiques, de pouvoir lancer des invitations, communiquer avec les clients. Je sais qu'à l'époque, c'était une des seules billetteries où tu pouvais récupérer les informations des clients qui avaient acheté, tu vois. Et comme ça, te construire une base de données, on en parlait tout à l'heure, le marketing, le fameux. Et donc, c'était vraiment un outil assez complet au niveau marketing. Et par rapport à ce qui se faisait à ce moment-là, c'était un produit très innovant qui a malheureusement, et je pense qu'il va falloir en parler, Tania, pris un peu de retard dans sa conception, puisque, je ne sais pas si tu souhaites en parler, mais tu as eu quand même des déboires. T'as pas eu ton site comme ça en claquant des doigts, t'es pas arrivé, coucou, tadada, j'ai un site. Est-ce que tu peux nous Effectivement. parler de ton parcours en tant que, parce que c'est ça qui, je pense, va intéresser les gens qui nous écoutent. C'est en tant que chef de projet en Martinique avec cette idée que, je rappelle, tu as eu assez tôt. Euh, Comment ça s'est passé en fait pour la création de FunPlus? Alors c'est vrai que quand j'ai décidé de relancer ma billetterie en ligne, j'ai eu un parcours assez chaotique. Enfin, je sais pas si je peux m'exprimer comme ça, mais ça a été très compliqué parce qu'au début, je suis tombée sur un informaticien, un webmaster, qui pensait réussir à réaliser, à mettre sur pied ma billetterie en ligne et qui au final m'a fait perdre 10 mois de ma vie. Euh, Pourquoi? Parce que il n'avait pas suffisamment de cran pour me dire qu'il n'était pas en mesure de réaliser ce que je lui demandais. Donc au début, il m'a créé bon, apparemment, il m'aurait créé plus d'une dizaine de sites sur WordPress, voilà. Euh, Sur WordPress et à chaque fois il fallait que ça soit moi qui télécharge mes modules, qui fasse les recherches, qui achète, enfin voilà, enfin qui me débrouille toute seule quoi, pour au final me dire que on s'était fait pirater à plusieurs reprises et pour au final me dire que il fallait probablement qu'on change de plateforme pour passer sur du PrestaShop, mais le PrestaShop finalement c'était payant. Donc voilà, donc c'était très 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 chaotique. Après cet épisode, bon, ça m'avait quand même beaucoup dégoûté, donc du coup, je l'ai remercié gentiment. Et on m'a conseillé quelqu'un d'autre qui m'a fait à nouveau une plateforme sur du WordPress, mais c'était une plateforme pour me permettre d'atteindre la plateforme qu'elle m'aurait créée, qu'elle aurait codée en dur. Mais cette plateforme-là aussi, c'était un échec pour la simple et bonne raison que euh, quand j'ai eu mon premier vrai client dessus, j'ai quand même perdu plus de 700 euros de chiffre d'affaires parce que le site ne fonctionnait pas. Les clients n'arrivaient pas à acheter dessus. Enfin voilà, c'était vraiment, vraiment compliqué, quoi. Jusqu'à ce que un de mes clients regarde ma plateforme, qu'il me mette en contact avec un ami à lui, webmaster, et qui a échangé avec moi, qui m'a dit non, ça serait mieux de faire ça comme ça. Enfin, il m'a donné de pas mal de bons conseils. Je leur ai proposé à lui et à ma webmaster de l'époque de se rencontrer pour qu'ils puissent échanger sur le sujet et qu'ils puissent me proposer quelque chose de bien, quoi. Voilà. Et c'est de cela qu'on a découvert la version de FunPlus qu'on connaît, malgré le fait qu'il y ait eu enfin on est déjà à la 4e version, Xavier. Allô, Oui, tu m'entends? c'est ça. Oui, oui, Oui. bien, oui, excusez-moi. Non, non, je suis là, j'écoute attentivement. Voilà, Oui, j'étais en train de réfléchir. Oui, c'est la 4e c'est version. ça. Euh, On a passé un audit de sécurité avec quelqu'un de WebMonster. C'est un projet qui est complètement fusionné avec le projet de WebMonster, puisque vous l'avez compris, il est antécédent hein, à la création de WebMonster. Donc il était naturel de continuer à l'accompagner.
Il n'y a pas eu énormément d'interventions de WebMonster dans FunPlace à ce jour, mais en tout cas, il y a un certain nombre de gens qui sont au courant du projet et qui apportent leur expertise. Je sais que Katia, tu avais une question. Oui, Tania, en fait, en partie, tu l'as posé. Bon, le site tel que je le vois aujourd'hui, il a un très beau design. Il y a beaucoup d'événements quand même, donc tu es plutôt inséré dans l'événementiel martiniquais. Alors, par rapport à ton parcours, qui est un peu similaire au mien, j'ai été entrepreneur, on va dire e-commerçante. J'ai également eu à faire un webmaster pas très doué. Voilà, c'est pas très diplomatique, mais tant pis. Et puis, la même chose, PrestaShop. Bon, il y a le côté c'est payant, mais PrestaShop, c'était pas assez évolutif à l'époque. Pour moi, c'était en 2017-2018. Toi, ton parcours, le numérique, tu t'es lancé à quel moment en 2017? Alors, plus précisément, je m'y suis remise en 2016. Voilà, en 2016, mais ça s'est étalé de juin 2016 jusqu'en 2017, jusqu'à ce qu'on reprenne la main avec Xavier et qu'on se mette à bosser dessus un peu comme des acharnés. Voilà, mais ça a commencé en 2016. Voilà. Et à l'époque, t'as pas trouvé que, du moins moi à l'époque, ça fonctionnait pas vraiment. Le marché martiniquais, comme tu l'as dit plus tôt, hein, avant le Covid, était vraiment pas mature au niveau Internet. Voilà, les Martiniquais n'achetaient pas sur Internet. Est-ce que ton activité, elle a pas un peu souffert avant le Covid du fait que voilà, le marché n'était pas encore assez mûr, le marché martiniquais n'était pas encore assez mûr? Bizarrement non. Bizarrement non. Bien au contraire, je pense que les clients qui vont en soirée commençaient déjà à Commander en ligne? commander en ligne. Voilà, ils commençaient déjà à commander en ligne. Et bien au contraire, c'est surtout après la Covid que l'entreprise a plus battu de l'aile qu'avant. Parce que les événements ont souffert, du moins l'événementiel a souffert de la pandémie. C'est ça. Ok. C'est ça. L'événementiel a beaucoup souffert de la pandémie. Et puis, il faut se dire que les gens maintenant, leur situation financière est très, très, très compliquée. Donc, pour eux, ils préfèrent se lancer sur des événements gratuits que sur des événements payants. D'ailleurs, à ce jour, il y a énormément d'événements gratuits, sous condition de consommation obligatoire, Ouais. que d'événements payants. Si tu regardes bien, les événements qui sont payants, ce sont vraiment des concerts, enfin des événements de ce type, ou des spectacles comiques. Mais sinon, tout ce qui est soirée, il y a énormément d'invitations qui sont proposées pour ensuite découler sur des offres payantes. Donc le modèle d'affaires, c'est adapté. Après, c'est vrai que je sors pas beaucoup, mais pour moi, Funplace, si on me demande de nommer une billetterie, c'est vrai que Funplace, pour moi, tu me dis que tu as des concurrents, je pourrais citer peut-être un de tes concurrents, mais je pourrais pas en citer 5 quoi. Sur la Martinique, je vois pas. C'est vrai que Funplace, pour moi, j'en ai parlé avec Xavier cette semaine, il m'a parlé d'une billetterie et tout de suite, pour moi, c'est Funplace qui est venu, bien que je sois pas hyper mondaine. Donc, bon, au niveau de la concurrence, le fait que tu sois proche, que tu sois dispo pour répondre très vite à ta clientèle, c'est quelque chose que tous les entrepreneurs du numérique doivent faire en Martinique. Une autre chose par rapport à ton parcours, donc le fait d'être tombé sur des webmasters qui finalement n'ont pas pu te donner un résultat satisfaisant. Est-ce que, avec le recul aujourd'hui, du moins moi aujourd'hui je me dis j'aurais aimé être formée à l'époque où je me suis lancée et puis voilà, ne plus dépendre d'un tiers. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la Tania qui s'est lancée dans le numérique avant d'avoir affaire à son premier webmaster? Et puis voilà, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu aurais renforcé pour éviter ces galères? Alors c'est vrai que avec le recul, c'est vrai que je me serais dit
je me serais peut-être dit la même chose hein, que toi. Ou sinon, j'aurais peut-être cherché à rencontrer le Xavier qui m'a permis d'arriver, qui m'a permis d'avoir ma plateforme de maintenant. Oui, Euh, je me serais dit la même voilà. chose. Voilà, ça, oui, je serais tombée sur Xavier dès le départ. Je pense que mon entreprise aurait eu un autre essor, on aurait fonctionné différemment. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Parce que même si, même si, même si même si j'avais envie de prendre des cours, n'est pas webmaster qui veut, quoi. Voilà. Il faut vraiment avoir la fibre, il faut vraiment aimer ça. Moi, je sais qu'à chaque fois que Xavier commençait à coder, je sais pas, mais ça, moi, je m'endors, hein. Je prends sommeil. Donc, si c'est pour que Alors, pendant je que je confirme, code, hein, je confirme. Il si c'est suffit que je pour que tape au pendant que je, clavier et elle s'endort. Voilà, c'est à peu près ça. non, si c'est pour que, si c'est C'est pour bien, que je commence c'est à dans la coder sur mon confiance. propre, oui, si c'est pour que je commence à coder sur mon propre système et que je m'endorme, ça va pas le faire. Donc non, non, j'aurais préféré tomber sur quelqu'un comme Xavier ou Xavier à l'époque, quelqu'un en qui j'aurais pu avoir confiance pour pouvoir faire mon projet pour moi. Parce qu'on peut pas tout faire. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir tout faire, mais malheureusement, expérience vécue, quand on veut tout faire, après, on est vite submergé, on est vite fatigué parce que on veut prendre un rythme qui n'est pas le nôtre et qu'à un moment donné, on peut pas suivre. Ouais. Et Donc, ça devient rencontrer compliqué. quelqu'un de bienveillant. Moi, c'est ce que j'aurais dit à la Katia, voilà, de 2017, de bienveillant, d'expérimenté. Et malheureusement, quand on s'y connaît pas au niveau du développement de projets numériques, quand on s'y connaît pas sur le web, on est facilement, je trouve, intimidé et on ne sait pas jauger en fait l'expérience, les connaissances d'une personne en face. Donc c'est tomber sur quelqu'un de Exactement. bienveillant et expérimenté. Alors Ouais. intimidé, je sais pas si on est intimidé, mais c'est vrai que le manque de connaissances joue énormément parce que Ça bon, c'est pas entraîne des notre métier, galères. hein, il faut se le dire. Ouais. Voilà, c'est pas notre métier. Nous, on est voué à faire autre chose. Chacun son taf, comme j'aime bien le dire. Et le problème, c'est que comme ce n'est pas notre métier, on va s'orienter vers quelqu'un qui va nous dire oui, je connais, oui, je sais faire. On va se dire bon ben justement c'est ton travail, donc on va oser faire confiance. Et au final, la personne qui est en face, si elle n'est pas comment dirais-je, elle ne vient pas avec de bonnes intentions, ben on se fait vite Bienveillant. avoir. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est pour cela que je trouve quand même que la communauté WebMonster qui s'est formée est une très 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 bonne idée parce que je pense qu'elle permet justement aux personnes comme nous d'être un petit peu plus éclairées, de pouvoir mieux échanger sur nos différents projets et puis de trouver surtout chaussures à nos pieds, quoi, de trouver une personne dont c'est le métier, qui pourra nous aiguiller, qui pourra monter notre projet, monter notre vision à notre place, puisque ça, on ne sait pas le faire. Ouais. Une chose sur laquelle je reviens, moi, c'est quand on engage un prestataire, c'est faire un cahier des charges et sur le cahier des charges se donner un délai. Si le prestataire n'est pas en mesure de respecter ce délai, il y a un souci. Donc autant écouter son intuition. Mais c'est vrai qu'à l'époque, oui, c'est des galères des galères, ça entraîne des galères financières. Ça joue sur le moral parce que voilà, il faut sortir des sommes conséquentes. Et en 2017, voilà, je suis en train de me dire: «Bah, tiens, j'étais pas toute seule, il y avait toi aussi». Voilà, on était dans les mêmes galères. Exactement, c'est vrai, c'est ça. C'est dommage, on ne se connaissait pas, on se serait peut-être La Martinique est soutenu petite, psychologiquement. et il y a le collectif Web Monster C'est ça, aujourd'hui. exactement. Moi, Heureusement. moi, moi, je vais venir sur un truc, c'est que, bon, déjà, première chose, je vais te faire un peu de pub parce que moi, je découvre un peu Funplace, tu vois, et quand je regarde les invités, je me dis, mais si je connaissais ça avant, il y a tellement de personnes, j'aurais été un gros client. Il y a Anthony Gavanel,
il y a eu Franjo. Franjo, il est trop stylé comme humoriste. T'as eu Noom Diawara et bon, t'as des locaux type YOLO et t'as aussi Nordine Ganzo. Mais Nordine Ganzo, j'aurais trop été le voir, c'est trop stylé. En vrai, je pense que je vais aller faire un tour beaucoup plus souvent sur ton site pour voir les comédiens, parce que moi je suis fan de comédiens aussi, j'aime bien voir les comédiens, donc déjà. D'accord, ben, Et tu es le bienvenu. grave, trop stylé. Euh, ensuite, j'ai constaté aussi que vous parlez beaucoup de webmaster. Webmaster, c'était l'ancienne appellation de certains développeurs, en fait, qui avait du sens en réalité, qui a toujours du sens, mais aujourd'hui, c'est vrai que les métiers ont complètement évolué, qu'aujourd'hui, on parle de développeurs front-end, de développeurs back-end, de développeurs full stack, Ah ouais, d'accord. au niveau du web. Mais c'est intéressant de voir comment ça évolue et de voir aussi les appellations. Mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est vraiment un autre sujet. Mais en gros, moi, je trouve que l'idée intéressante de Funplace, que ce que tu proposes, c'est vachement intéressant, que c'est assez bien compartimenté aussi. Qu'il y a par exemple les concerts, qu'il y a etc. Les événementiels, donc etc. Et en fait, nous, ce qu'on a tendance à voir, c'est plus, en termes d'événements, c'est plus les événements type Karaoke Urban Love, tu sais, les gros événements, comment, des grosses soirées, tu vois, qui sont sur les Antilles, avec des grosses scènes, des gros trucs, etc. Alors que c'est vrai que les petites scènes type les comédiens, etc., on a tendance à pas trop les voir, quoi. C'est pas assez valorisé, c'est pas assez vu. Est-ce que tu as une idée de est-ce que ça a aussi pour objectif de valoriser les petites scènes? Quand je dis petites scènes, c'est pas forcément des petites scènes puisque quand même des invités de renom, des multinationales, enfin des invités internationaux, hein. Je veux dire Nordine Ganzo, c'est un gars, il voyage partout. Franjo aussi, c'est des gars. Franjo, je l'ai vu récemment à Toulouse. Donc comment t'amènes ces artistes-là? Est-ce que t'arrives à avoir énormément de public pour ces gens-là particulièrement? Euh, est-ce que ça fait ça le comble? Euh, et en termes de visibilité, est-ce que ça a un impact réel et grandiose? Alors, il faut savoir que les événements, ce n'est pas moi qui les crée, hein. Tu as des organisateurs qui ont leur projet, qui ont leur événement, et ils viennent et ils me disent, bon, ben, Tania, j'ai tel événement à promotionner, j'ai tel événement à vendre, est-ce que je peux le mettre sur ta plateforme? Donc, oui, quel que soit l'événement, la plateforme sert à mettre en valeur l'événement. Voilà. Maintenant, il faut savoir que une billetterie n'a pas vocation à faire de la publicité pour l'événement. Bien au contraire, ce sont les organisateurs qui doivent venir dire, bon ben écoutez, aujourd'hui je fais du Youssou N'Dour. D'ailleurs, je prends l'exemple de Youssou N'Dour parce qu'on l'a eu et on l'a encore. Aujourd'hui je fais du Youssou N'Dour et pour venir participer et voir Youssou N'Dour, il faut aller sur la plateforme de Funplace pour pouvoir acheter vos places. Logiquement, c'est comme ça que le schéma devrait se dessiner. Maintenant, il faut savoir qu'à cause, bon, je dis à cause, bon, je sais pas si le terme est bien employé, mais à cause de la concurrence, je suis obligée à l'heure actuelle de mettre en place des petites stratégies de communication pour que les événements qui sont sur ma plateforme puissent être visibles, mais pour également que ma plateforme puisse être visible elle aussi, pour que non seulement les organisateurs puissent savoir qu'elle existe, mais pour que le client final lui aussi se dise ah ben tiens il y a tel événement sur Funplace, ben j'y vais. Ou bien ah ben tiens je connaissais pas Funplace, ah ben qu'est-ce que c'est, ah c'est une plateforme sur laquelle on vend des événements, ben tiens j'y vais, je vais voir ce que c'est. Voilà. Et pour ça je suis obligée de faire de la com sur les différents réseaux sociaux. Et Dieu seul sait comme j'aime pas ça, mais je suis quand même obligée de le faire. Je suis obligée de faire un peu de com sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok,
sur WhatsApp. J'ai même créé un groupe WhatsApp pour pouvoir mettre les événements dessus. Je me suis même mise à réaliser le programme de la semaine, le programme du mois, dans lequel je mets des différents flyers, des événements pour justement les mettre en avant. Et je les fais tourner et je demande à des gens que je connais même pas de participer, de jouer le jeu. Et ce qui est magnifique, c'est que toutes ces personnes que je ne connais pas jouent le jeu et me donnent cette force de participer les événements autour de moi. Donc oui, hein, la plateforme a pour vocation de vendre les places, mais au fur et à mesure, elle se transforme en outil de communication. Ouais, Voilà, c'est intéressant. C'est très intéressant parce qu'en fait, ça c'est la partie marketing un peu du truc. On en parlait tout à l'heure justement avec Xavier en c'est ça. off. Ouais. En gros, je trouve que effectivement le marketing c'est quelque chose qui sur nos territoires est quand même assez comment dire. Je dirais pas arriéré. Je pense que c'est dans le monde entier, mais grosso modo, on travaille beaucoup avec le bouche à oreille déjà. C'est-à-dire qu'on est très très bouche à oreille. On entend parler des trucs et puis on communique entre nous. C'est un peu notre force aussi, c'est qui nous sommes, tu vois. Mais c'est vrai que si on avait un outil marketing qui nous permettait d'être beaucoup plus impactant, tu vois, euh, ce serait vachement cool, tu vois. Et Je crois que je serai la et première ok, à dire oui, hein. Et ouais qui ouais ouais, tu vois, automatise tout, ça serait génial. Automatiser, je sais pas, parce qu'en fait, effectivement, on est beaucoup présent sur les réseaux sociaux, tu vois, donc Instagram, Facebook et tout le reste. Mais je pense on peut mettre ces choses-là de côté et développer un outil marketing beaucoup plus impactant, en fait, pour notre population déjà, tu vois. On parle pas du monde entier, hein. On parle pour notre population avoir quelque chose d'assez propre à nous, puisque c'est notre objectif aussi hein, dans WebMonster, c'est de voir pour nous déjà en priorité, et puis après voir pour le monde, mais pour nous déjà. Et ouais, donc c'est vachement intéressant de voir comment t'as évolué, comment t'es parti d'un outil qui à la base était très comment dire très dédié et de le faire évoluer vers quelque chose de plus marketé. Plus marketé, c'est une approche qui est vachement intéressante. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, c'est C'est vrai. C'est vrai parce que et au tout début de la création de mon entreprise, j'avais, alors, comment te dire? L'idée est partie du fait que avec mon collaborateur, on n'avait pas d'argent pour se créer nos propres tickets. Donc du coup, je me suis dit bah tiens, je vais me mettre à créer mes propres tickets et sur Word, je me suis mise à créer des gabarits de tickets d'entrée avec des numéros de série, etc. Et le père de mon collaborateur, de mon pote, me dit ah mais tu sais Tania, ça serait bien, t'aurais pu te créer que t'aurais pu créer ta propre billetterie. J'ai fait ah bon, ça existe ça, c'est un métier. Et c'est de là que c'est parti. Je me suis mise à réfléchir, je me suis mise à chercher et j'ai fini par trouver euh, le fournisseur qui me correspondait, etc. Je suis partie faire ma formation, ramener euh, tout mon attirail pour pouvoir travailler. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même mine de rien, c'est quand même une belle évolution parce que je suis partie juste d'un petit projet de soirée pour monter ma boîte et puis voilà quoi. Et puis aujourd'hui, j'en arrive même malgré le fait que j'aime pas ça, j'en arrive même à faire un peu de marketing. Alors peut-être maladroitement, mais voilà. C'est vrai que il y a beaucoup de chemin qui s'est fait entre-temps quoi. Tu t'es formé sur quoi dans ton parcours entrepreneurial? C'est-à-dire comment ça? Excuse-moi, j'ai pas trop bien compris ta question. Qu'est-ce que tu as fait comme en formation pour pouvoir arriver aujourd'hui à Funplace, Ah la d'accord. plateforme? D'accord. Alors bon, alors là, euh, j'ai un parcours qui est vraiment atypique parce que j'ai commencé par faire de l'esthétique. J'ai un diplôme, j'ai un CAP esthétique cosmétique pour ensuite vriller sur un bac action, un niveau licence de gestion finance
J'ai même fait de la logistique. J'ai commencé un début de master en logistique, mais que j'ai arrêté. Et puis finalement, c'est mon collaborateur, enfin mon associé qui a, enfin, plus mon collaborateur du moins, qui m'a dit à l'époque, bon, est-ce que ça te dirait de faire de l'événementiel parce que moi j'y suis depuis longtemps, je fais de la sonorisation. Est-ce que ça te dit de venir m'aider? Et c'est comme ça que c'est parti. Donc j'ai pas véritablement fait d'études dans le milieu de l'événementiel, mais je pense que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant m'a un peu conduit à là, quoi. Parce que quand j'étais dans l'esthétique, je maquillais principalement pour les municipalités et je maquillais surtout quand il y avait de grandes foules, comme par exemple le carnaval à Saint-Joseph ou les différents groupes comme les groupes Majilpa, etc. T'étais déjà à ton compte, Euh, en fait, à l'époque. Déjà dans non, l'esthétique. pourtant pas, non. Non? Non, j'étais pas encore à mon compte à l'époque. C'est ce qui m'a permis aussi de me réorienter par la suite parce que j'estimais que je n'en connaissais pas suffisamment. En fait, je suis quelqu'un de très curieux et je veux toujours connaître. Donc, du coup, dès que je vois que quelque chose m'intéresse, bon, je me lance, j'y vais. Je vais Euh, rajouter un truc par rapport à ça, si tu voilà. permets, Tania. Je vais témoigner, puisque pendant longtemps, Tania, comment dire, je l'accompagne comme porteur de projet. Et Tania, c'est un des seuls porteurs de projet qui était, comme elle l'a dit tout à l'heure, à mes côtés. Hein, vraiment, quand je dis à mes côtés, c'est le siège à côté de moi. Et curieuse de voir comment j'allais créer FunPlace, comment il était structuré, comment marchait la base de données, comment je codais telle ou telle fonctionnalité, on réfléchissait aux fonctionnalités, etc. Et vraiment, elle était là, à côté, en train de C'est vrai, suivre le pendant projet. 4 mois, on a fait du 10h, 4h du matin, tous les jours pendant 4 mois. Bah, ça, c'est Voilà. de la formation pour moi. De la formation, C'est ça. du moins, tu sais, c'est la partie gestion de projet, conception numérique, quoi. Donc, rien que ça, c'est de la formation. Du moins, moi, je suis sur la formation entrepreneuriat numérique et ça me parle. Donc, là, Exactement. Ouais. aujourd'hui, en fait, tu pourrais accoucher d'une deuxième plateforme s'il le fallait, quoi. On peut dire ça. Presque. En tout cas, dans la conception, oui, elle a les qualités requises pour. Moi, je lui ai déjà dit, hein, elle aurait pu aujourd'hui s'orienter comme chef de projet informatique. Elle pourrait même aider d'autres porteurs de projets parce que elle a tellement essuyé, vous l'avez entendu, d'échecs, de contrariétés, etc., qu'aujourd'hui, elle sait mieux ce qu'elle veut. Et c'est ce qu'on recommande aussi à nos porteurs de projets, de s'impliquer dans la création de leurs produits pour mieux comprendre leur fonctionnement. Je vais même aller plus loin et je vais prendre une anecdote qui nous a bien fait rire avec Tania. Donc elle a dit que pendant 4 mois, en effet, on s'est pas quitté tous les jours, que Dieu fait, on a travaillé ensemble avec des horaires improbables, mais en tout cas pour arriver à programmer finalement son application comme elle le voulait, hein, et pas comme le voulait le développeur. Et donc arrive le jour de la mise en ligne, le fameux lancement du projet, etc. Et je m'en souviendrai Oh vraiment là là, oui. voilà, je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Voilà ce qui s'est passé. Une petite anecdote quand même, parce qu'elle vaut le coup. Donc moi j'étais épuisé par rapport au travail que j'avais fourni, donc j'étais plutôt en train de chill, de me reposer, le repos du guerrier, quoi. Et je reçois un coup de téléphone de Tania qui m'appelle super énervé. Oui, le truc ça marche pas. Il y a un client qui m'a appelé, il n'arrive pas à commander, il n'arrive pas à s'inscrire, nanana. Et avec toute la pression que ça représente pour elle, hein, parce que j'ai bien dit que moi je me reposais, alors que elle non, elle était toujours au combat et elle était au service client de sa plateforme le jour de son lancement. Et en effet, il y a un client qui n'a pas réussi à s'inscrire. Mais comme Tania, elle avait subi plusieurs épreuves vis-à-vis des développeurs et que les développeurs l'avaient plus ou moins déçu, au lieu de s'intéresser à ce qu'avait fait le client, qui au final avait fait n'importe quoi évidemment, elle m'accuse moi de dire ah ton truc ça fonctionne pas et tout.
Et ça, c'est super important parce que, vous voyez, elle a participé à la conception, elle a fait énormément de tests de son côté parce qu'elle avait le rôle aussi de testeuse. Elle testait son produit pour voir si ça fonctionnait bien. Et donc, je l'ai rassurée calmement en lui disant, oui, mais tu te souviens bien que nous-mêmes, on a fait les tests et que tout fonctionne, on a trituré le truc dans tous les sens. Donc, forcément, il vaut mieux que tu retournes vers ton client et puis que tu règles le problème avec lui en lui demandant calmement qu'est-ce qu'il a fait pour que ça ne fonctionne pas. Et voilà, donc ça a été une des premières pierres qui a scellé un peu notre relation de confiance finalement, puisque elle s'est aperçue que oui, son truc fonctionnait et qu'elle pouvait prendre confiance dans son produit, ce qui n'est pas évident puisque tu dépends quand même de quelqu'un qui fait la technique. Toi, c'est ton projet, ça te tient vraiment à cœur, donc tu veux que ça fonctionne. Et le moindre pépin, la moindre contrariété peut provoquer ce genre de situation. Mais c'était très cocasse. Je m'en souviendrai toujours parce que évidemment, je m'attendais pas à ça comme ça de but en blanc. Mais bon, voilà, ça fait partie de la vie du porteur de projet. Nous, ça veut dire aussi que nous, notre rôle, c'est de rassurer le porteur de projet sur une qualité quand même d'exécution, un soin du travail pour que le jour où cet épisode vous arrive, vous soyez calme et rassuré, ne pas non plus paniquer parce que si le développeur panique, le porteur de projet panique, ça, rien ne va plus. Je sais qu'il y avait d'autres questions. Moust, tu avais une question? Ouais, moi je voulais revenir un peu sur la stratégie vers les clients. Tu as fait le choix d'une plateforme numérique, Internet. Alors, tu as répété plusieurs fois que le marché en Martinique, qui est par extension aux Antilles, est parfois peut-être pas aussi mûr qu'il peut l'être en métropole ou ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que depuis que tu as lancé ton projet, tu vois évoluer, que les gens sont de plus en plus familiers avec le numérique? Et comment est-ce que tu essaies d'évangéliser, de convertir les utilisateurs et les convaincre de passer par ta plateforme, par du billet dématérialisé, ce genre de choses? Tu as évoqué tout à l'heure les réseaux sociaux. Je sais pas si tu as d'autres moyens. Quelle est ta vision de cette chose? Que je pense que c'est quelque chose qui concerne beaucoup d'autres porteurs de projets. Alors oui, effectivement, le marché a beaucoup évolué parce que ne serait-ce qu'avant, surtout depuis cette histoire de Covid, parce qu'avant, il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup de réticence à acheter sur les plateformes. Les clients étaient prêts à me donner leur numéro de carte pour que je puisse faire la transaction pour eux, au lieu d'aller directement eux-mêmes sur la plateforme. Maintenant, ils sont toujours, ils sont toujours prêts à me donner leur carte, ça y a pas de problème. Mais maintenant, ils le font eux-mêmes. Maintenant, ils y vont, même si je les aiguille, je leur explique comment faire, mais ils sont plus, comment dirais-je, ils prennent plus l'initiative à l'heure actuelle d'aller, de tester, voilà. C'est pas comme avant où avant ils disaient ah je connais pas et si on me vole mes numéros de carte, qu'est-ce que je fais? Maintenant il y a plus cette question il y a plus cette crainte de se faire dérober son numéro de carte. Ils y vont, c'est limite un peu plus naturel, ça devient presque un réflexe maintenant d'aller en ligne acheter. Ils sont tellement habitués maintenant qu'ils nous disent ah oui mais maintenant c'est comme ça, on n'y peut rien, voilà. Donc déjà ne serait-ce que dans la mentalité on voit l'évolution. Maintenant qu'est-ce que moi je mets en place pour les convaincre? Comment dirais-je, je n'ai pas besoin de les convaincre d'aller sur Internet pour aller acheter leur place parce qu'ils savent très bien que s'ils y vont pas, ils n'ont pas de place. Et comme les gens, ils aiment bien sortir, ils aiment bien aller se décompresser, ils y vont. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui aiment avoir certaines habitudes, voilà. Donc en fait, ça serait plus dans l'idée de déconstruire certaines habitudes pour que les gens puissent venir sur ma plateforme. Ça serait plus dans ce sens-là. Et là,
là où j'interviens et là où les gens acceptent de sortir de chez le concurrent pour venir chez moi, c'est quand le client appelle et il dit ah, j'ai quelqu'un au bout du fil, j'ai quelqu'un qui me répond ok, ne serait-ce que par rapport à votre gentillesse, ne serait-ce que par rapport au fait que j'ai eu quelqu'un au bout du fil, je viens chez vous. Ne serait-ce que par rapport au fait qu'il y ait une certaine réactivité chez vous au niveau du remboursement qu'il n'y a pas chez le concurrent, je viens chez vous. C'est surtout sur ce plan-là que moi, j'arrive à évangéliser entre guillemets, j'arrive à convaincre les clients à ma cause et à leur faire venir, à les faire venir sur ma plateforme. Ok. Sinon, ça vient. Maintenant, c'est instinctif. Voilà, on n'a plus besoin de convaincre les gens qu'il faut passer par Internet maintenant. D'accord. Ouais. Ben, j'aimerais rajouter en fait un point sur la question de Moust, sur l'identité en fait justement des clients qui justement ont besoin de cette prise par la main pour justement accéder à la plateforme, qui ont besoin de ce service après-vente. Parce que je sais qu'on avait une discussion nous dans Web Monster du style que la jeunesse en fait, on se rend compte que la jeunesse n'est pas très familière avec les nouvelles technologies comme nous on Exact. peut l'être. Parce que nous, on baigne en fait dedans tous les jours. Donc, on se dit que bon, ok, on sait envoyer un mail, on sait checker ses courriels, on sait pratiquement tout faire sur notre téléphone. Mais pour nous, c'est inconcevable de se dire qu'un jeune a encore du mal à utiliser ce genre de plateforme. Donc, pour moi, quand tu me dis que les clients sont réticents de donner leur carte de crédit, je me dis que peut-être c'est une clientèle très âgée parce que je vois pas en fait des jeunes utiliser un service après-vente. Parce que même le service après-vente des billetteries, je pense pas l'avoir déjà utilisé parce que c'est très bien expliqué sur les sites comment fonctionnent ces plateformes-là. Donc vraiment, c'est vraiment comprendre et connaître quelle est ta tranche d'âge en fait au niveau de la clientèle qui a besoin de cette prise en charge. Alors justement, il faut savoir que sur une plateforme, bon, il y a certaines plateformes qui se disent spécialisées dans une tranche d'âge, mais pour ma part, c'est totalement faux. Alors, il faut savoir que la tranche d'âge correspond à l'événement. Si tu as un événement du type New Look, par exemple, tu auras une tranche d'âge qui part de 35 et au-delà. Si tu as du Tikubi ou tu as du Kalash, là, tu auras des jeunes qui vont venir. Si tu as du Meryl, tu auras des jeunes qui vont venir. Voilà. Et à ce moment-là, tu vas te retrouver avec des jeunes de 16, 17, 18, etc. Alors, il faut savoir que sur les plateformes, seules les personnes majeures ont le droit de venir acheter sur les plateformes. Maintenant, c'est vrai que les gens qui demandent à être assistés sont les gens qui ont ce sont des gens de la quarantaine, à partir de la quarantaine et plus. Les jeunes, ils sont bon pour eux, aller sur une plateforme, ça ne présente pas de problème. Par contre, les jeunes ne savent pas utiliser tout ce qui est Word, tout ce qui est Excel, tout ce qui est euh, euh, traitement de texte, ça ils ne savent pas utiliser. Et ça, je le vois au quotidien par rapport, ne serait-ce qu'à mes enfants, je le vois parce que on ne leur apprend pas ça à l'école et puis parce que pour eux, c'est plus facile d'aller sur TikTok, d'aller sur les réseaux sociaux que d'aller faire un traitement de texte ou autre. Voilà. Donc, si je dois donner une tranche d'âge pour les personnes qui ont besoin d'accompagnement, je dirais à partir de la quarantaine. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai répondu complètement à ta question. Oui, ça répond à ma question. C'est parfait. Parce que c'est ça, je me posais la question comment le numérique est accueilli chez nous au niveau des billetteries. Et non, c'est correct. Ok. En, Mais en il termes, faut savoir qu'il y a eu pardon, excuse-moi. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de réticences au départ. Beaucoup. C'est vraiment parce qu'il y a eu la pandémie
que les gens se sont retrouvés un peu acculés, obligés d'utiliser un outil qu'ils considéraient comme un ovni, qui fait que maintenant l'achat en ligne est devenu presque débridé, quand bien même l'accompagnement reste important. Parce qu'il faut savoir qu'on est quand même en Martinique, on est un pays qui est vieillissant. Les jeunes, ils sont quasiment tous partis. Donc, je me retrouve souvent à faire de l'accompagnement. Souvent. Et il faut savoir que la majorité des événements, quand bien même il y a des événements pour jeunes, il y a beaucoup d'événements pour les personnes dont la tranche d'âge commence à partir de 35 et plus. Ouais, et en termes de données et gestion de données, puisqu'en fait, tu récupères quand même vachement de données, tu vois, et analyse de données, je me demandais, puisque tes données, elles sont intéressantes, ce sont des données qui sont pertinentes pour, comme tu dis, pour, par exemple, je sais pas, moi, la tranche d'âge de personnes qui consomment l'événementiel, sur nos territoires, tu vois, est-ce que, peu importe, tu vois, tout confondu, hein, tout événement confondu, par exemple, le nombre d'événements qui sont dédiés aux jeunes, le nombre d'événements qui sont dédiés aux vieux, tu vois. Bah, quand je dis vieux, pardonnez-moi, hein, mais c'est une manière de voir les choses. Et de voir aussi, est-ce que tu récupères ces données? Est-ce est-ce que des personnes sont friandes de ce genre de données? Euh, et et est-ce que finalement, ces données-là, ce sont pas des données pertinentes que certaines personnes devraient récupérer chez toi, tu vois, devraient acheter. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas ça que tu devrais commercialiser en premier, entre guillemets? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est important pour à des fins d'études de marché, etc. Alors, en théorie, oui, c'est vrai que ce type de données devrait être intéressante, devrait être sollicité, mais mais comment dirais-je? Malheureusement, les organisateurs enfin, c'est surtout eux qui devraient être intéressés par ce type d'informations, euh, ne semblent pas être intéressés par cela, ou sinon, ils sont intéressés, mais de façon un peu spéciale, un peu bizarre. Ils utilisent les informations différemment que ce que moi j'aurais fait ou que d'autres personnes l'auraient pensé en fait. Ils se basent plus sur les réseaux sociaux et ils pensent que le fait de poster leurs événements sur les réseaux sociaux font l'entièreté de leur communication. Or, je pense, et tu me corriges Xavier si je dis des conneries, je pense que ce n'est pas suffisant de se baser entièrement sur les réseaux sociaux. Je pense que la communication, elle est beaucoup plus complexe que cela parce qu'on l'a déjà vu quand il y a des soirées. Les soirées qui ont fonctionné, ce sont les soirées qui s'y sont prises depuis 2, 3 mois à l'avance, qui ont fait de la communication de bouche à oreille, de la communication visuelle. Quand je dis visuelle, c'est tout ce qui est télé, de la communication audio, tout ce qui est radio, les réseaux sociaux. Ce sont ces gens-là qui ont cartonné et qui ont pu s'en sortir et qui ont pu ramener beaucoup de clientèle. Et c'est vrai que à travers, si les organisateurs prenaient leur temps d'analyser le type de clients qui vient dans leur événement, probablement qu'ils auraient pu peut-être mieux cibler euh, leur clientèle. Alors je pense que à force ils sont habitués, à force de voir le type de clientèle qui arrive et qui franchissent le seuil de la porte, je pense que maintenant ils arrivent à déterminer quel type d'événement sied à quel type de clientèle. Mais je ne pense pas que pour faire ça, qu'ils se soient basés sur les données analytiques qui sont mises à leur disposition sur les plateformes. Ou s'ils l'ont fait, en Ouais. tout cas, c'est pas chez moi, en tout cas. Et ouais, ils font ça, ils font ça au jugé. Ils font au jugé, c'est-à-dire qu'ils regardent la salle et ils disent bon, grosso modo, on a une tranche d'âge
de 80% de moins de 30 ans ou tu vois des trucs comme ça, je pense. Exactement. Ouais. Je pense que c'est comme ça qu'ils le font parce que la majorité des organisateurs qui utilisent, c'est un bien grand mot, mais qui me demandent de poster leurs événements sur ma plateforme ne connaissent pas la moitié des outils que j'ai qu'on avait mis à leur disposition sur la plateforme. Voilà. C'est dommage parce Moi, que je du trouve coup, ils ça. attendent la date du spectacle pour savoir un peu leur public, alors que déjà juste pendant les semaines qui précèdent où ils font les ventes, ils pourraient du coup faire réagir, faire de la communication dynamique pour recibler leur communication en fonction du public intéressé, juste en suivant les analyses des ventes déjà Ouais, faites, quoi. Ouais, c'est ce qu'on ouais, mais comprend pas en fait. Effectivement. Ouais. comme elle disait c'est du bashing. C'est du bashing, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent pendant 3 mois, toutes les semaines, ils balancent l'événement sur les radios et sur les pancartes publicitaires pour attirer du monde. Voilà, on Mais, est sur des techniques marketing qui datent, quoi, en vrai. Ouais. mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais est-ce que ton site, du moins le client, l'utilise comme un agenda? Voilà, il veut savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un agenda événement? Tu as dit que tu communiquais sur les réseaux, mais sur ton site, est-ce qu'il y a un agenda et une newsletter ou un truc comme ça? Oui, bien sûr. Parce Il y a que- la newsletter euh, que qu'on fait toutes les semaines. Alors ces temps-ci, je vais pas mentir, je l'ai pas fait ces temps-ci. Mais oui, il y a une newsletter qu'on fait toutes les semaines. Et il y a, quand on va sur la plateforme, il y a une possibilité de s'informer pour savoir ce qui se passe durant la semaine. Enfin voilà, les différents événements à venir. Voilà. Mais ça, alors il y a certains clients qui le font, qui vont regarder, qui me disent ah ben j'ai vu ça, etc. Mais la plupart sont tellement habitués à ce que les organisateurs postent les événements sur les groupes qui se trouvent sur les réseaux sociaux, principalement sur WhatsApp, etc., qu'ils ne vont même pas regarder sur la plateforme. Mais bon, je dirais que ça dépend de la catégorie d'âge, ça dépend de plein de paramètres, ça dépend. Voilà. Moi, en tant qu'entrepreneur, à l'époque, je me dis, si j'avais su, j'organisais mes ventes privées, je prenais un lieu physique, j'organisais mes ventes privées, j'aurais mis ça sur ta plateforme, voilà quoi, ça aurait été top. Effectivement, pourquoi tu n'en fais plus là? Tu fais quoi Non, maintenant? j'ai renoncé à mon e-commerce, mais maintenant, avec mon activité aujourd'hui d'organisme de formation, je me dis que faire des masterclass pour les entrepreneurs, Tania, je vais t'appeler, quoi. Je vais devenir cliente. Il n'y a pas de problème. Et Webmonster, on n'est pas censé poster un événement? Je dis ça, je dis rien. Oui, on est censé poster un événement. D'ailleurs, Tania, elle est au courant de l'événement. Trop Et elle cool. est généreusement invitée, évidemment, à nous rejoindre pour cet événement qui aura lieu en Martinique le 12 avril. Oui. À l'hôtel Batelière de Schellcher, où on fait une rencontre Webmonster avec les membres de Martinique, les entrepreneurs, les porteurs de projets, dans une ambiance très conviviale. On va juste se rencontrer, discuter ensemble. Voilà. Oui, on va clôturer cet événement parce que ça fait déjà une petite heure qu'on parle ensemble. La conversation était très agréable. Je te remercie beaucoup, Tania, d'avoir participé. Merci à toi, merci à vous. Je remercie évidemment toute l'équipe de Webmonster, Kit, Katia, Valérie, Moust qui était avec moi ce soir. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode qui, lui, parlera de l'actualité de la tech en Martinique et Guadeloupe et Guyane. Et puis, à bientôt tout le monde. À bientôt. Merci À à tous, bientôt. bonne Merci. soirée. Salut. Webmonster, le podcast.